Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Je vais vous parler, comme d'habitude, de mes 3 dernières lectures. Je commence tout de suite par Genré Malpertuis. C'était une lecture assez bizarre, on peut le dire. Alors, Genré, c'est un auteur belge qui est né en 1887 et qui est mort en 1964. Et c'est le premier roman fantastique de cet auteur et il a été publié en 1943. Alors il faut savoir que cette œuvre, Malpertuis, a été écrite sur de longues années. Il a mis 10-12 ans à écrire cette œuvre. Il a rajouté des morceaux, il a supprimé certaines parties, voilà. Il a constamment, pendant 10-12 ans, remanié son texte. Et je pense qu'il aurait peut-être pas dû faire ça. Alors, Malpertuis, c'est quoi? C'est un roman avec multiples narrateurs. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en littérature. On est un petit peu dans un système de poupée russe. C'est-à-dire que tu as un narrateur qui va trouver un manuscrit, qui raconte l'histoire d'une personne, qui raconte l'histoire d'une autre personne. Voilà, il y a toute une enfilade comme ça. Toutes ces personnes en plus sont liées parce qu'il y a le fils, il y a le grand-père. Voilà, c'est assez étrange. Et donc on va suivre en partie les aventures d'un des personnages qui a découvert ce manuscrit. Mais comme je vous dis, c'est assez complexe comme texte. Je pense que, voilà, vous voyez l'épaisseur de ce bouquin, il fait... on est à combien? Parce qu'il y a toute l'explication derrière. Je crois qu'on est à 250 pages et sincèrement c'est une œuvre qui aurait pu largement dépasser les 500 pages si l'auteur aurait développé, si l'auteur n'avait peut-être pas supprimé tout ce qu'il a supprimé. Parce que je n'ai pas le texte complet, je suis même pas sûre qu'il existe de toute façon, toutes les, comment dire, les épreuves, toutes les différentes phases de son écriture. Je sais pas si les parties manquantes existent. Je crois que oui, parce qu'il y a une partie qui raconte en fait le voyage sur un bateau, où il revient, je crois, avec ce manuscrit, tout ça, bon, il y a tout un truc. Alors, on va revenir au début. Donc, ce manuscrit raconte en fait les événements qui va se passer dans une maison, dans une famille. On est avec l'oncle Kassav qui va décéder et sur son lit de mort, en fait, il dit à tous ses héritiers, bah, il n'y a pas un qui va hériter de mon héritage. Vous héritez tous de ma maison et le dernier survivant aura cette maison et tout l'héritage en gros. Donc on leur impose de vivre dans cette maison. Jusque-là, tout allait bien. La première partie de ce roman, donc ce qui fait à peu près la moitié des pages, on raconte donc, on nous présente les différents membres de la famille, les liens qu'ils ont entre eux, voilà. Les découvertes qu'ils font dans la maison. On nous montre qu'il y a certaines personnes qui sont un peu étranges, les cuisiniers, tout ça, qui ont des relations un petit peu particulières, qui font des choses bizarres et surtout qui embauchent des personnes encore plus bizarres. Voilà, il y a vraiment quelque chose de fantastique. Cette partie-là, j'ai adoré. J'ai adoré cette partie où tu te dis, on est dans un espèce de huis clos, qui va rester le dernier, est-ce qu'ils vont s'entretuer, est-ce qu'il va se passer des choses bizarres, est-ce que la maison va les tuer. Voilà, il y a tout un concept comme ça qui était hyper intéressant. Réellement sur une histoire, en gros, un petit peu de maison hantée avec des êtres imaginaires, avec des êtres fantastiques. Toute cette partie-là, j'ai adoré. Mais dès lors que le personnage principal, comme d'habitude, je n'ai pas spécialement retenu le nom des personnages, mais on est avec un garçon, un jeune homme, et en fait il sort de la maison pour aller voir son ancienne maison, tout ça, et là ça part dans tous les sens. Là c'est un peu un bordel, il se retrouve à une auberge où il se passe des trucs bizarres parce qu'il suit quelqu'un. Et au bout d'un moment, on se perd. La deuxième partie est beaucoup plus compliquée à comprendre. Même si tu comprends dès le départ qu'il y a des choses fantastiques dans ce recueil et que il y a un lien un peu avec une certaine mythologie, avec des divinités. Il y a quand même une histoire de lumière. Il y a un magasin de lumière donc, qui vend de la couleur, un magasin de couleurs, qui vend de la peinture, tout ça dans la maison, au pied de la maison. Donc il y a différents personnages dans cette zone-là, il y a vraiment une histoire il y en a qui peuvent y aller, il y en a qui peuvent pas y aller. Voilà, il y a vraiment tout un truc comme ça où tu comprends qu'il y a quand même un double sens et il y a une certaine mythologie qui se met en place.
Mais t'es quand même obligé, et ça c'est vraiment malheureux, j'aime vraiment pas les œuvres qui sont où t'es obligé d'avoir toute une explication de chaque personnage à la fin pour comprendre qui est qui dans la mythologie, parce qu'en fait voilà, chaque personnage, je vous spoil un petit peu, mais de toute façon vous en avez besoin pour lire le bouquin, chaque personnage représente un être mythologique. On est sur Zeus, Héra, Aphrodite, Héphaïstos, celui-là je ne le connaissais pas. Apollon, voilà, quand même sur des choses assez classiques. Voilà, on a les titans, on a vraiment plein de représentations en fait de la mythologie grecque. Mais je trouve que ça n'a pas été. Alors on t'explique vraiment le truc. Finalement, bon, je vais pas vous spoiler sur le pourquoi il y a un rapport avec la mythologie, mais voilà, je trouve que c'est mal exploité. Je trouve qu'il manque quelque chose. Vraiment, le premier récit est hyper sympa. Le premier récit, je trouve que ça ressemble vraiment... Alors, le premier récit, la première partie du récit, je trouve que ça ressemble vraiment à du Lovecraft. Avec ce côté, on se dit, c'est vrai, c'est pas vrai, il y a de l'imagine, c'est du rêve. Est-ce que ces êtres sont vraiment là dans cette histoire ou pas? Il y a vraiment un truc. Et cette histoire, en fait, d'héritage... est présente dans la première partie, mais dans la seconde partie, bah, il n'y a pas de finalité à cette chose-là, et il n'y a même pas de finalité du tout sur cette histoire d'héritage, de qui va rester le dernier en vie. Ouais, je trouve que j'ai l'impression d'avoir eu deux histoires collées ensemble, et ça n'a pas marché avec moi tout simplement. Du coup, je lui ai quand même mis la note de 13 parce que j'ai adoré la première partie et que la deuxième partie part vraiment dans une complexité où bah justement c'est très mal expliqué et ouais, c'était trop. On te présente plein d'êtres bizarres et ça s'arrête là. Tu sais pas ce qu'ils foutent là. Tu sais pas. On t'explique rien. Et voilà. Après, je sais que c'est le but du bouquin qu'on t'explique rien pour que tu fasses ton propre opinion, pour que tu comprennes, tu réfléchisses aux choses. Mais là, clairement, il manque quelque chose, quoi. Il a peut-être passé plus de 10 ans de sa vie à faire cette œuvre, mais je trouve que c'est pas du tout abouti. Après, c'est que mon point de vue, hein. Mais ou alors je suis totalement passée à côté, hein. Ça peut être ça aussi. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir, ce livre. Bien sûr, après cette lecture un peu mitigée, j'ai eu besoin de réconfort et je suis retournée vers mes livres préférés de mon adolescence. Hormis Stephen King, il y a eu Zola. Alors j'en ai lu très très peu parce que vous savez très bien qu'au collège, au lycée déjà, t'as pas spécialement le temps de beaucoup lire. Et encore à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, il y avait que la télé, il n'y avait pas Netflix et tout le bordel. Mais bah on t'imposait des lectures, donc déjà fallait lire les lectures imposées. Et bah du coup moi, ça m'a à cette époque-là, ça m'a totalement bloqué pour lire spécialement autre chose. Donc je lisais par-ci par-là un petit peu de King, un petit peu d'autres trucs, mais ouais, j'avais pas spécialement le temps de lire beaucoup de choses. Bref, tout ça pour vous dire que je suis retournée à mon amour d'adolescence, c'est-à-dire Zola, que j'avais beaucoup apprécié, adolescent, lycée, et comme je vous ai déjà dit dans mes vlogs, j'ai fait le mouton parce que je suis plusieurs personnes qui ont commencé à lire la saga des Rougon-Macquart. Et je me suis dit, ah bah ouais, j'ai tellement adoré la curée et l'assommoir qu'il faut absolument que je lise cette série. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai enfin commencé le tome 1 sur 20 de la saga des Rougon-Macquart. Donc on est avec La Fortune des Rougon. Je lui ai mis la note de 16. C'est donc une œuvre écrite par Zola qui est né en 1840 et qui est décédé en 1902. Je vais pas vous raconter la vie de Zola, hein. Je pense que c'est un auteur qui est quand même assez connu pour que je ne passe pas un quart d'heure à vous le présenter. J'ai adoré ce premier livre qui met tout en place la génétique, l'héritage des Rougon-Macquart. Voilà, c'est tout. On va nous mettre en place toute la généalogie des Rougon-Macquart. On commence avec Adélaïde qui est l'aïeul de l'histoire, hein, qui a eu des enfants avec un premier mari, qui se remarie. Il faut sortir la tableau généalogique pour suivre exactement parce que c'est assez complexe, hein. Là, j'ai pas pris de notes. Je fais encore un point lecture à l'arrache et que j'ai lu ce bouquin il y a un petit peu de temps, mais il va quand même falloir que je me remémore qui est qui parce que sinon on est mal barré. C'est pour ça que généralement je sors un... Alors je l'ai pas imprimé, enfin je m'imprime le tableau généalogique pour me faire des repères là. Parce que on s'y perd assez facilement dans cette généalogie de cette famille. Et pourtant elle n'est pas si complexe que ça. C'est juste Adélaïde qui s'est mariée, qui a eu un fils... Bref, il y a juste une histoire de remariage, tout ça, hein. C'est pas si méga complexe que ça. Mais bon, l'ensemble du bouquin, on est quand même avec Silver,
qui va rencontrer Miette, sa voisine. Voilà, et il y a toute une histoire en fait d'amour adolescent qui va se développer entre les deux. Et en parallèle de cette amourette, nous avons un portrait de la France de l'époque, de 1880, 70-80, du Second Empire, de la chute de Bonaparte. Voilà, il y a vraiment cette insurrection, le fait de ces révoltes en France, qui vont essayer de remonter à la capitale. Voilà, il y a tout ce changement un petit peu politique qui va se mener, ce changement de toute façon, je pense que toute la série des Rougon-Macquart évoque cette époque de ce gros changement du monde, de l'industrialisation de la France, ouais, ce changement social, tous les changements politiques. On est vraiment dans cette époque 1880, 1900. On nous dépeint vraiment le portrait de la France de cette époque-là. Et j'ai vraiment aimé cette partie-là, même si franchement, moi, c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus. Mais bon, je trouve que c'est un très bon roman historique. Le premier tome ne paraît pas forcément hyper passionnant parce qu'on met vraiment tout en place. On met vraiment voilà toute la genèse des personnages, leurs caractéristiques, tous leurs défauts. Voilà, toutes ces choses-là sont mises en place dans ce bouquin. Et en parallèle, donc comme je vous dis, on a tout... on nous met bien dans une ambiance du Second Empire, une ambiance où tu ne sais pas ce que va devenir le lendemain. Voilà, tout cet ensemble est hyper sympa, même si je pense que c'est pas forcément le tome où il se passe le plus de choses. C'est assez lent, il y a beaucoup de descriptions, bah c'est Zola, hein. Et moi je l'ai beaucoup aimé parce que voilà, on met vraiment en place les personnages. Alors malheureusement pour moi, comme je vous ai dit dans un des vlogs, on est un peu comme dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il faut pas s'attacher aux personnages, il peut leur arriver tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Ah, clairement là, le petit couple d'amoureux très sympathique, tu te dis oh on va peut-être les avoir au fil du temps, peut-être que c'est ça qu'il veut mettre en place Zola. Ah non non pas du tout, hein. Non non, faut pas s'attacher à eux. Voilà, bah moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis vraiment pressée d'aller relire La Curée, qui est le tome 2 de cette saga. Ensuite, j'ai lu Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Graham O'Grady. C'est sorti chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. J'aime beaucoup cette couverture et ce jaspage vert pomme très joli. Je lui ai mis seulement la note de 12 sur 20 parce que je ne suis pas le public cible de cette œuvre, même si j'ai passé un agréable moment, un petit peu longué sur la fin. Le problème que j'ai eu, c'est que c'est totalement une littérature jeunesse et que je crois que j'ai passé l'âge pour lire ce genre de choses. Alors, Graham O'Grady, eh bien c'est le pseudonyme de June O'Grady, qui a changé différentes fois de pseudonyme au cours de sa carrière. Elle est née en 1922 et elle est décédée en 2014. Elle a écrit 5 romans sur 20 ans, voilà. Et elle est canadienne. C'est pas une écrivaine très prolifique et on a très peu d'œuvres d'elle qui ont été traduites en français. Heureusement, on a eu celui-ci. Alors, c'est quand même un agréable moment, comme je vous ai dit. On est sur l'histoire de Barnabé, qui est un enfant orphelin qui a été orphelin parce qu'il a perdu ses parents et il a été en gros adopté par son oncle. Son oncle vit sur une île et Barnabé vient le voir comme tous les étés pendant les vacances scolaires. Il va y retrouver Christy, qui est une petite fille qui a une maman, qui est amie avec une dame qui est sur cette île. Et bah pareil, elle va passer des vacances chez cette dame pour que sa mère puisse travailler un peu plus pendant l'été, pendant qu'elle n'a pas la garde de sa fille. Les deux enfants sont totalement à l'opposé. Barnabé est un enfant qui adore faire des conneries, adore se faire remarquer. C'est le petit bout en train en gros, hein. Et Christy est un petit peu la petite princesse. Cette île a manifestement été beaucoup atteinte par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale, où elle a quasiment perdu tous ses hommes, à part 2-3 qui sont restés sur l'île. Et malheureusement, tous les jeunes sont partis. Et il y a du coup pas d'enfants sur cette île, il y a quasiment que des vieilles dames. Et donc ces enfants vont se retrouver au cœur de cette vie paisible et va tout chambouler.
dans la petite routine qui s'est mise en place sur cette île. Malheureusement pour Barnabé, les vacances avec son oncle ne vont pas très bien se passer parce que son oncle a d'autres occupations et va passer quelques petits week-ends sur l'île. Barnabé, en arrivant sur l'île, va découvrir que son oncle est très occupé et qu'il n'est pas là, donc il va être pris en charge par une famille de l'île. Voilà, et donc, eh bien, les deux enfants vont se retrouver à se côtoyer, et comme vous vous doutez bien, les deux enfants ne vont pas se blairer. En tout cas, au début du bouquin, ils ne vont pas se blairer, pour au final venir les meilleurs amis à la fin du livre. Hein. On reste dans une lecture pour enfants. Donc voilà, c'est un petit peu édulcoré. Donc il leur arrive plein de péripéties, ils vont rencontrer ce gros chat qui est un cougar, ils vont se lier d'amitié avec lui sur l'île, ils vont tenter de le protéger parce que le cougar en gros il est arrivé sur l'île mais personne n'est au courant qu'il est là, il est censé être sur une autre île, voilà il y a un peu... c'est un animal qui n'est pas censé être là, donc il va se faire chasser au bout d'un moment. Il y a plein de petites choses qui vont se passer au fur et à mesure de cette œuvre. On va surtout remarquer que l'oncle a une attitude vraiment bizarre et que cet oncle a envie de tuer ses deux enfants. Et Barnabé a envie de retourner la situation en voulant, eh bien, pour sauver sa peau, à l'inverse, tuer son oncle, d'où le titre de l'œuvre. Voilà, on est vraiment sur un ensemble de petites péripéties, de petites conneries au début du roman, et petit à petit, les petites conneries vont transformer en des conneries un petit peu plus grosses, et puis toute l'île va être assujettie à ses enfants, être totalement dépendant de ses gosses, de ce qu'ils font, ils vont essayer de les rendre plus calmes, les canaliser, on va dire. Et donc, bah voilà, on va suivre les péripéties de ces deux gosses qui vont essayer de tuer leur oncle. Voilà, l'oncle qui est quand même un petit peu bizarre et qui a une particularité fantastique, je ne vous dirai pas laquelle, mais c'est pas développé tant que ça. Moi, quand j'ai compris la particularité qu'avait son oncle, je pensais justement qu'on allait partir vers quelque chose de fantastique. Eh bien non, on est resté quand même juste sur une histoire d'occupants d'île qui doivent gérer deux gosses un petit peu qui ont bouffé un peu trop de sucre. Voilà. Comme je vous le disais dans un de mes vlogs, je le conseille vraiment pour des enfants. Si vous avez un adolescent, un préadolescent de 10-12 ans, je pense que ça peut le faire. Parce que c'est assez frais, c'est facile à lire. Il y a un petit peu de sang, mais voilà, ça reste vraiment assez mignon. Il n'y a pas des grosses descriptifs bien dégueulasses. Voilà, c'est vraiment très gentil. Ouais, j'ai passé un bon moment. Pour moi, voilà, typiquement, c'est ce que j'appelle une lecture de plage ou une lecture pour enfants. Donc vous pouvez largement passer à côté en tant qu'adulte, mais pour un gosse, je pense que c'est une très bonne lecture. Et c'était donc mes 3 dernières lectures. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous aussi, vous êtes dans la saga des Rougon-Macquart, faites-moi signe dans les commentaires. Et bien sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!